libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà les deux thèses de la presse ce matin, je vous les ai mentionnées. C'est d'un côté l'inflexibilité probable du président de la République, mais en même temps une volonté d'apaisement. Et je citais Madame de Staël, l'amour propre. Explication psychologique, qu'est-ce qu'il y a au monde de plus inflexible? Marc Lambron, bonjour. Pascal Bruckner, bonjour. Bonjour. Le président de la République, l'opposition, au fond, considère que toute forme d'apaisement, si jamais c'est ce qu'il veut faire, ça va aboutir à un pourrissement, donc à une explosion évidemment qu'il souhaite. C'est le cas de Madame Rousseau ce matin sur BFM TV et sur RMC. Quelle est la façon dont vous percevez ce que pourrait dire le président de la République? Eh bien, après Madame de Staël, je vais vous citer Chateaubriand. La position défensive est antipathique au caractère français. Donc, le président de la République... Alors, je vais vous confier un secret. C'est que le nihilisme français ne supporte pas que Macron ait été réélu. C'est comme un blasphème. La pulsion de guillotine, elle a fonctionné contre Sarkozy, elle a fonctionné contre Hollande, elle a achoppé sur Macron. Et c'est pas fini. Parce que ça va se cristalliser et se répercuter encore pendant 4 ans. Jusqu'à sa résidence secondaire, dont je vous rappelle qu'elle est à Versailles, la Lanterne. Alors je pense que Macron a commis une erreur, c'est en mai-juin 2022, c'est-à-dire qu'il aurait dû partir en campagne pour asseoir ce qu'on appelle sous la Ve République le fait majoritaire, c'est-à-dire l'idée qu'un président élu doit ensuite être conforté par une majorité à l'Assemblée. Alors là, à terme, il est difficile de faire passer tous les projets de loi avec le 49.3. Et voilà, donc le résultat, c'est une chambre fragmentée, avec des extrêmes factieux. On a vu le cumul d'amendements déposés par la NUPES, on voit le tumulte, et il se présente avec une loi devant cette mosaïque parlementaire à un moment difficile. D'abord, la réforme est différée, il aurait dû le faire avant. Et puis, c'est anxiogène, Ukraine, inflation, sécheresse. Alors, ce qu'on a vu est assez intéressant, c'est que ce sont des mécanismes constitutionnels de 1958, notamment le vote bloqué ou le 49.3, qui sont appliqués à une situation parlementaire de la 4e République. Ce qui donne d'ailleurs des choses assez baroques. On a quand même vu Monsieur de Courson devenir une sorte d'auxiliaire rhétorique de la NUPES, et la permanence de Monsieur Ciotti qui est caillassé pour accointance macronienne, ce qui est quand même fort de café. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? À mon avis, Macron droit dans ses bottes. Alors il va ouvrir la boîte à idées. Ça ne mange pas de pain, il l'a fait après les Gilets jaunes, il l'a fait sur le climat, il le fait sur la fin de vie, il le fait sur la réforme. Oui, mais enfin, vous entendez ce que disent les oppositions, si vous voulez. Maintenant, ils considèrent que tout ça, c'est des gadgets, ça a déjà été utilisé, et donc, ils sont quand même dans la volonté, Pascal. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que la gauche, qui est devenue totalement sociétale, elle a été... vous le disiez vous-même, sur les termes islamo-gauchistes, puis profondément woke, et maintenant, ce qu'on voit ressurgir, c'est une sorte de nostalgie profonde de la faucille et du marteau, c'est-à-dire quelque chose de quasiment léniniste, insurrectionnel, etc. Donc, donc il n'y a pas de possibilité, il n'y a plus de dialogue possible dans ces cas-là. Non, le problème de Macron, c'est que c'est un autoritaire sans autorité. Et que, à mon avis, le charme est rompu, la nouveauté qu'il incarnait est déjà fanée, et que par conséquent, il va gérer la crise pendant 4 ans sans apporter d'innovation. Mais en tout cas, sur ce plan-là, il ne peut pas céder. Alors Guillaume, les idéologies ne meurent jamais, elles se transforment. Ni le fascisme ni le communisme ne sont morts, et ça c'était notre grande erreur après la Seconde Guerre mondiale et après la chute du mur, c'était de croire que tout cela était derrière nous. Ces idéologies se mutent, s'interpénètrent l'une l'autre, et on en voit toutes sortes d'exemples. Par exemple, la France insoumise, rebaptisée par certains la France indécente, c'est l'exemple même de la synthèse brun-rouge. Le grand modèle de Mélenchon, c'est Perón, celui qui a installé en Argentine un régime socialo-fasciste qui a inspiré l'ensemble de l'Amérique latine ensuite. Et alors, la nostalgie léniniste, qui est très forte, notamment à la CGT, j'en parlais la semaine dernière ici, qu'est-ce qu'elle touche exactement? Enfin, il y a des livres, les gens ont lu, tout le monde se souvient. Je vous donne un exemple historique tout simple. L'attaque du Palais d'été, donc la fin du tsarisme. On est encore dans une période où Lénine croit vaguement à la démocratie. Il convoque des élections, les bolcheviks prennent une raclée devant les socio-révolutionnaires, le
lendemain, il fout tout le monde en tôle, pardonnez-moi pour l'expression, il interdit le droit de grève et il interdit les élections. Donc si vous voulez, ça on le sait, et ça a été des millions de morts, car la violence stalinienne a commencé, et Anthony Beevor, l'historien anglais, l'a parfaitement décrit avec justement Lénine. Oui, mais Guillaume, c'est pas en dépit de la violence que le communisme séduit. C'est grâce à la violence. C'est ça qu'on aime chez lui. C'est pas la collectivisation des moyens de production, dont tout le monde sait que c'est un échec, mais c'est qu'il permet d'instaurer la dictature d'une minorité qui prétend parler au nom du peuple. Et on voit bien que un Mélenchon ou même certains écologistes sont fascinés par les régimes durs. Alors il faut faire crédit à Jean-Luc Mélenchon d'aimer toutes les dictatures, de Xi Jinping à Castro, en passant par Maduro, Chavez, Assad. Tout ce qui est fort et brutal le séduit. Mais finalement, la nostalgie communiste, c'est la nostalgie d'un parti unique qui imprime une direction et qui donne des ordres qui ne peuvent pas être contestés. Mais est-ce que c'est pas simplement ce qu'évoquait Marc tout à l'heure, c'est une certaine forme de vengeance après finalement un jeune homme de 40 ans qui gagne 2 élections présidentielles et qui, par définition, a pulvérisé les partis traditionnels. Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi ce qui explique la nostalgie communiste en France, paradoxalement, c'est le catholicisme, la haine de l'argent du catholicisme. Je vous rappellerai cette phrase du pape François, dite il y a 10 ans. Il qualifiait l'argent de fumier du diable. Alors, à partir du moment où on considère que l'argent, c'est le fumier du diable, effectivement, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour ensuite célébrer le marché. Les Français n'ont jamais fait la paix avec le marché et ne le feront jamais. Il y aura toujours une frange rétive à l'idée du capitalisme. Mais alors Marc, justement, à ce propos, puisque on sait très bien que le monde, les grandes entreprises, enfin, on est dans un monde d'un capitalisme qui est bouleversé par la technologie. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Comment on peut arriver à... Tout à l'heure, Éric Le Boucher disait on a perdu la bataille idéologique. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un monde qui avance à une vitesse considérable, y compris les Chinois, qui sont communistes et dirigés par un parti extrêmement fort. Ils foncent de l'intelligence artificielle, ils se posent pas ces questions-là, et nous, on est dans la négation de tout ça, dans le droit à la paresse, le travail ne sert à rien, etc., etc. Enfin, c'est peut-être une minorité des gens aussi. Hein. Ça s'explique comment, ça ? Moi, je dirais d'abord que c'est une époque où la raison, où les lumières ne sont pas à la fête. Hein. On l'a vu pendant le Covid, complotisme, isolationnisme mental. Donc ça continue. Et là, avec la retraite et les aberrations de calcul qui ont été produites. Alors, je regarde plusieurs choses. D'abord, le léninisme, enfin, ou ce qui en tient lieu, c'est une sorte de catalyse tout de même du désespoir. C'est-à-dire que il faut pas négliger que pour nombre de nos compatriotes, notamment les plus jeunes, ils ont le sentiment que le sol se déroule sous leurs pieds. Oui, c'est ce que disait Le Boucher. Ils n'ont pas été burinés au feu de l'histoire. Et je dirais que la radicalité, c'est aussi un autre nom de l'angoisse. Alors, Lénine. 1970, au début des 1970, dialogue entre Mitterrand et Didier Mottchan, qui était un doctrinaire du CRS, de l'aile gauche, qui vaticine sur Lénine. Mitterrand l'interrompt et il dit « Et si Lénine, c'était moi ?» Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis Guy Mollet, la gauche française, la gauche classique, vivait d'un côté sur une phraséologie ultra pour une politique relativement modérée. Et ça va jusqu'à Hollande, quand il dit la finance, c'est l'ennemi. Et pour finir, donc il y a l'incantation, et après il y a les adoucisseurs. Et il a baissé les impôts de production. Il y a les adoucisseurs politiques. Il a commencé par le faire. Voilà. Suscitant d'ailleurs ces insurgés ou ces frondeurs. Bon, alors à partir du moment où le PS est à terre, comme vous le disiez, qu'est-ce qui reste ? C'est le sacre de Mélenchon. Mélenchon, comme un Plenel par exemple, est de formation trotskiste. Donc on a une sorte de maladie sénile qui frappe la jeunesse, qui serait ce néo-léninisme. On a ce marabout rhétorique avec des adeptes relativement sommaires. Et il est intéressant de voir qu'en ce moment, il y a peut-être un peu moins de woke, c'est-à-dire de défense, enfin, ou de sectarisme de minorité. Mais le woke déboulonnait les statuts, et finalement, la NUPES remet sur leur socle des statues qu'on avait envoyées au cimetière, notamment dans les ex-pays, les ex-pays communistes. Donc ça donne cette pensée barbichue, ça donne ce oui, mais alors la question doit être posée à vous deux. Je veux dire, on est quand même dans un pays qui, soi-disant, est le pays justement des Lumières et d'une certaine forme de rationalisme. Comment se fait-il que ce soit tout à l'heure, Le Boucher le disait, on est quand même les seuls en Europe à ne pas vouloir augmenter pour des raisons démographiques l'âge de la retraite, et
je le disais aussi, le patron de Force ouvrière qui est venu il y a plusieurs semaines parlait des 60 ans de Mitterrand comme le paradis perdu. C'est-à-dire, il y avait presque une forme, je ne veux pas dire de poésie, mais enfin d'une idée totalement idéalisée de la fonction de l'arrêt du travail, quoi. Oui, juste une chose, parce que je crois qu'on est dans un temps politique particulier. Nous ne sommes pas les États-Unis qui ont la même constitution depuis 1787. Donc la convulsion politique, voire révolutionnaire, est un marqueur du temps politique français. 1830, 1848, oui. 1870, 1968, etc., etc. Mais ça, vous... Oui, alors, mais la France est l'homme malade de l'Europe, il faut le dire, et je pense que nous souffrons d'un mélange étrange d'arrogance et de haine de soi. C'est pas vrai sur le plan économique, par exemple. Actuellement, dans une situation meilleure que les Anglais. Mais avec 3 000 milliards de dettes, quand même, ce qui est énorme. Et l'arrogance fait que la France ne se confronte non pas à ses voisins, mais uniquement à une utopie qu'elle a définie elle-même, celle de 1789, comme disait Marc, et toutes les révolutions qu'on suivit. Et si nous ne sommes pas alignés sur cette idéologie-là, nous sommes mauvais. La vérité, elle est énoncée par des cortèges de lycéens qui proclament sur leur banderole « La réforme, on s'en fout, nous, on veut pas bosser du tout ». En réalité, c'est ça. Le rêve, la jeunesse ne se bat pas pour la révolution, elle se bat pour la rente, tout en chantant l'international. Et au fond, le rêve de tout le monde, ce serait d'avoir une petite pension peinarde de la naissance à la mort pour pouvoir vivre tranquillement. Et cet idéal de retrait du monde, on fait la grève, non pas simplement des transports publics ou du reste, mais la grève du monde entier, fait qu'effectivement, la France... en partie, est assez mal partie. Là, je vois pas Pascal, comment... ce que vous exprimez, c'est une sorte de délire. Oui, mais on est dans le délire. Non, nous traitons du délire de nos compatriotes. Et quand on essaye de leur expliquer, ils nous traitent de fascistes, de réactionnaires, Cela dit, pour tempérer quand même le propos, il n'y a pas d'émeute. Il n'y a pas d'émeute. Il y a 3000 zozos qui hurlent place de la République. Je rappelle que à la fin du mandat de François Hollande, la loi El Khomri, ça a été la même chose. Ça a été la même chose pour la loi Touraine, la même chose pour Éric Woerth. C'est pour ça que le président ne doit pas bouger d'un pouce. Et il a été trop mou. Il aurait dû imposer la retraite à 65 ans plus la capitalisation. Mais la capitalisation est très mal vue. Je trouve dans Le Monde de dimanche cet article d'une économiste qui explique que adosser la retraite au marché, plus précisément au marché financier, c'est induire des comportements de recherche de profit. Alors que ça existe déjà. Vous vous rendez compte, alors que ça existe déjà. Profit. Mais comment peut-on vouloir aimer le profit? On en est là. C'est des économistes attitrés. Donc effectivement, tant qu'une certaine intelligentsia fera la loi sur l'opinion publique, on est dans une certaine difficulté. Pourquoi la bataille idéologique est-elle perdue, Marc? Enfin, elle est perdue. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue, mais elle est affrontée, c'est pas nouveau, à des convulsions. Enfin, ça commence, si vous voulez, avec Gracchus Babeuf, 1793. Et de façon sporadique, il y a des récurrences de cette utopie qui peut être libertaire pour partie et autoritaro-léniniste. Dans Nuit debout, il y a quelques années, il y avait déjà ces composants, cet atelier idéologique qui était ouvert sur la place publique. Je donnerais volontiers un conseil de lecture pour comprendre ce qui se passe. Vous avez commencé avec Madame de Staël. Je recommande la lecture de L'éducation sentimentale de Flaubert. Et la description que fait Flaubert des journées de 1848, des profils qui s'y déploient, des discours qui y sont tenus de manière saisissante, vous donne, avec sans doute un peu plus de culture, le profil de Monsieur Bompard ou de Madame Rousseau, qui sont des personnages de Flaubert, lequel avait écrit « Réactionnaires de tous bords, unissez-vous ». Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, les réactionnaires de tous bords sont enclins à une sorte de convergence des luttes, comme on ne disait pas encore au 19e siècle. Voilà, C'est pas des réactionnaires. Je pense que le progrès est du côté des réformateurs. Chose vue de Victor Hugo aussi sur ce 1848, journal absolument phénoménal.